Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je vais appeler la 4e vidéo bis. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte en faisant la vidéo consacrée aux exercices qu'il y avait un trop grand écart entre ce que je vous avais raconté au niveau de la théorie et ce que je vous proposais pour les exercices. Vous risquiez d'être dans une impasse. Donc j'ai décidé d'apporter un complément ici qui va être consacré aux recherches de racines, carrés, cubiques, quatrièmes, etc. d'un nombre complexe. Allez go, c'est parti. Donc ici, on s'était arrêté à ceci, avec la formulation trigonométrique. J'ai un premier nombre complexe que je note Z1, formulation trigonométrique, il s'écrit comme le produit de son module, que l'on note donc barre verticale Z1, barre verticale, par une bizarre fonction, on va dire, qu'on a notée 6. On sait, c'est un acronyme. Ça veut simplement dire cosinus plus i sinus. Alors, cosinus et sinus de quel angle? D'un angle noté alpha, qui est appelé l'argument du nombre complexe. Et puis, je vais considérer un deuxième nombre complexe que je note Z2, qui, bien sûr, s'écrit sous formulation trigonométrique comme le produit du module par le 6. Alors, on avait vu ceci. Quand on multiplie deux nombres complexes, ce que je fais au nombre complexe, je le fais au module. Donc, je multiplie ici les modules de Z1 et de Z2. C'est plus simple parce que les modules sont des nombres réels positifs. C'est comme si on faisait 2 fois 3. Donc, c'est excessivement simple par rapport à la multiplication des nombres complexes. Et autre simplification, au niveau des arguments, la multiplication fait place à une addition. Donc, vous vous contentez d'additionner ici les amplitudes des deux angles alpha 1 et alpha 2. Et vous aurez alors le nombre complexe qui correspond au produit de Z1 par Z2. Bon, ça, on avait vu ça dans la vidéo 4. Maintenant, je vais considérer un seul nombre complexe. Oui, mais je vais considérer le produit de Z1 par lui-même, ce qui se note Z1 au carré. Donc, si j'applique directement la formule que je viens de vous rappeler, ce que je fais au nombre complexe, je le fais au module. Donc, le module est élevé au carré. Et rappelez-vous, la multiplication a fait place à une addition au niveau des angles. Donc, ici, je vais avoir alpha 1 plus alpha 1, ce qui me donne, bien évidemment, 2 alpha 1. Ah oui, mais regardez un petit peu ça. Ça veut dire maintenant, grâce à cette multiplication, j'ai introduit la notion de puissance d'un nombre complexe. On a Z1 élevé à la puissance 2. Et je vois que ce qui se passe, c'est que cette puissance se répercute sur le module. Ça n'est pas surprenant, mais elle a fait place à une multiplication au niveau de l'angle. C'est plus surprenant. Et bien sûr, la tâche en est d'autant plus simplifiée parce que multiplier alpha 1 par 2, c'est toujours plus simple que de faire une multiplication d'angle. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs une multiplication d'angle? Bon, donc c'est ça en fait qui va mener à la véritable formule de Moivre que je vous écris plus ou moins. Alors plus ou moins, je vais vous dire exactement ce que c'est la véritable formule de Moivre. Cette relation portant sur le carré de Z1 va se généraliser à n'importe quelle puissance n de Z1. Donc, je pourrais avoir Z1 au cube, je pourrais avoir Z1 exposant 4, je pourrais avoir Z1 exposant 18, tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, ici, on est en train de vous dire que vous devez écrire ce nombre complexe Z1 sous forme trigonométrique. Vous devez élever le module à la puissance n et simplement multiplier l'angle, l'argument de Z1, par n. Et ça va vous donner tout simplement un moyen excessivement puissant de calculer n'importe quelle puissance n de Z1 d'un nombre complexe qu'on vous donne au départ. Alors, la formule de Moivre, elle est toute proche. Je vous avais dit, je fais ici un abus de langage. Je vous l'avais dit dans la vidéo 4. J'avais fait un abus de langage en parlant de la formule de Moivre de manière générale. La véritable formule de Moivre, elle correspond à cette dernière relation
quand Z1 est de module 1. Voilà, tout simplement. Mais de nouveau, je vais faire cet abus de langage et je vais dire moivre, moivre, moivre. Comme ça, vous savez à quelle formule je fais référence dans les exercices. Ce sera beaucoup plus simple. Alors maintenant, on est paré pour calculer des racines énièmes de nombres complexes. Pourquoi? On vient de s'arrêter sur cette formule de moivre, chip chip, d'accord? Donc si je dois élever un nombre complexe Z1 à la puissance n, je fais cette opération sur son module et je me contente de multiplier l'angle par n. Oui, mais c'est vrai pour n'importe quel n, ce qui veut dire que c'est vrai pour une puissance fractionnaire aussi. Une puissance fractionnaire, par exemple, ce sera Z1 exposant 1 sur n. Donc, par exemple, Z1 exposant 1 demi, Z1 exposant 1 sixième, etc. Donc, si vous appliquez la formule qu'on vient de montrer ici, vous voyez que cet exposant 1 sur n est présent au niveau du module, mais par contre, regardez l'argument ici. Quand c'était une puissance n, on multipliait par n. Quand c'est une puissance 1 sur n, on multiplie par 1 sur n. Et multiplier par 1 sur n, c'est diviser par n. Donc, en fait, on divise par n l'amplitude de l'angle alpha 1. Et Z1 exposant 1 sur n, ce n'est rien d'autre que la racine énième de Z1. Donc, vous avez ici une façon excessivement rapide de calculer la racine énième d'un nombre complexe. Vous prenez la racine énième de son module, qui est un nombre réel positif, donc la calculette va sans problème vous donner la valeur de cette racine énième, et puis vous divisez tout simplement l'argument alpha 1 de Z1 par le n en question. Vous avez un angle, vous avez l'amplitude de cet angle, vous calculez le cosinus, le sinus, et vous faites cosinus plus i sinus, et vous avez la racine énième. Alors, il y a quand même un petit complément d'information que je dois vous donner. Cette racine énième, si on a bien travaillé, quand on l'élève à la puissance n, on doit retomber sur Z1. C'est logique. Une racine carrée élevée au carré, c'est comme si on n'avait rien fait du tout. Donc, on doit tomber sur le module de Z1 fois le 6 de alpha 1. Oui, mais il n'y a pas que le 6 de alpha 1 qui va donner lieu ici à Z1. Vous pouvez ajouter 2pi, voire n'importe quel multiple de 2pi et obtenir quand même la même réponse. Pourquoi? Parce que cosinus et sinus sont deux fonctions périodiques de période 2pi. Donc, quand vous ajoutez à l'angle 2pi ou 4pi, ou 6pi, ou 8pi, ou tout ce que vous voulez, pour autant que ce soit un nombre pair de pi, eh bien, ça ne change rien du tout. Le cosinus et le sinus donnent exactement la même réponse. Le cosinus de 10 degrés ou le cosinus de 370 degrés, c'est exactement pareil. Donc, ici, il y a cette liberté supplémentaire de pouvoir ajouter 2pi, mais aussi 4pi, 6pi, etc. Et là, on va utiliser cette liberté-là en disant « Ok, je peux diviser l'argument par n, mais je peux aussi, et ça va me donner lieu à la même réponse quand je vais élever à la puissance n, je peux aussi ajouter n'importe quel multiple de 2pi divisé par n, bien sûr, puisque là, je suis au niveau de la racine énième. Donc, c'est quand je vais prendre la puissance n de ça, que la division par n va être supprimée par la multiplication par n et que je vais avoir ce multiple de 2pi. Et ça, c'est important. Ça veut dire en fait que vous avez plusieurs racines énièmes. Alors, combien? Eh bien, en fait, vous en avez n. Vous en avez n. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous prenez quelque chose de plus, si vous espérez en avoir 2n ou je ne sais pas quoi, vous allez en fait, à cause de ici de la cyclicité du cosinus et du sinus, vous allez répéter les mêmes solutions. Et donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Mais vous allez avoir n racines énièmes. Donc, il y aura 2 racines carrées, 3 racines cubiques, 4 racines quatrièmes, etc. Et il ne faudra pas les oublier.
N'oubliez pas ce k fois 2pi divisé par n, sinon vous n'avez qu'une réponse sur les n qui doivent être présentes et donc votre réponse sera excessivement partielle. Alors, on va tout de suite faire un exemple et ce sera pour conclure cette petite vidéo bis. Je vous demande de rechercher les racines quatrièmes de 1 plus i. Première chose à faire, écrire sous forme trigonométrique le 1 plus i. Toujours, on commence par ça. Donc, on calcule le module de 1 plus i. Ça signifie que a vaut 1, b vaut 1. Donc, j'élève a au carré, ça donne 1, plus a au carré, ça donne un total de 2, et donc le module est égal à racine carrée de 2. Ce qui signifie que mon cosinus de alpha voudra 1 divisé par racine de 2, tout comme le sinus. Et ça m'amène tout de suite un angle d'amplitude 45 degrés. Donc, l'écriture trigonométrique de 1 plus i, c'est racine de 2 fois le 6 de 45 degrés. Maintenant, que me dit-on? On doit rechercher les racines quatrièmes. Et vous entendez bien, les racines quatrièmes, il y en aura 4. Ce que je fais sur le nombre complexe, je le fais sur le module. Donc ici, j'ai une racine carrée de 2. Eh bien, je vais tout simplement la remplacer par, petite faute ici, par racine huitième. Racine quatrième de racine carrée, c'est une racine huitième de 2. L'angle, maintenant, je le divise par 4, puisque racine quatrième. Donc, je divise 45 degrés par 4. Et puis, j'ajoute, je n'oublie pas, sinon je n'aurai qu'une seule racine sur les 4 que je dois dégager. Je n'oublie pas de multiplier ici le k par 360 degrés divisé par 4, puisque ce sont des racines quatrièmes. Donc, ça va me donner, ici, je vais avoir 11,25 avec 45 degrés divisé par 4. Donc, pour k est égal à 0, ce sera le seul angle que j'aurai. Je vais devoir calculer la racine huitième de 2 fois le 6 de 11,25 degrés. Faites-le. Alors, la réponse est correcte, même si ici, j'ai fait une faute de frappe en mettant 4 au lieu de 8, mais la réponse est correcte. Et donc, je vais avoir 1,07 plus 0,21 fois i. Comment obtient-on ça? En utilisant sa calculatrice, bien évidemment, en tapant racine huitième de 2 fois le cosinus de 11,25 degrés. Et ça doit vous donner 1,07. Pour avoir 0,21, vous tapez racine huitième de 2 fois le sinus de 11,25 degrés. Et vous obtenez 0,21. Bien sûr, celui-là, c'est un sinus, donc il doit être multiplié par i. Alors, il reste encore, là c'est la première réponse, il en reste encore 3. La deuxième vient en prenant k est égal à 1, donc votre angle il est augmenté de 90 degrés, puisque 360 degrés divisé par 4. Donc vous avez 11,25 plus 90, ça va faire 101,25 degrés. Pareil, calculatrice, et vous allez avoir la réponse moins 0,21 plus 1,07 fois i. Alors, les deux dernières réponses correspondent à k est égal à 2 et k est égal à 3. On ajoute chaque fois 90 degrés à l'amplitude précédente. Donc, on avait 101,25, on a maintenant 191,25 degrés. Et pour le dernier angle, on ajoute encore 90 degrés, ce qui nous donne 281,25 degrés. Calculatrice, et ça va nous donner les réponses respectives moins 1,07 moins 0,21 i et 0,21 moins 1,07 i. Alors, plusieurs petites remarques à ce niveau-ci. D'abord, on ne sait pas aller plus loin parce que si j'ajoute 90 degrés à 281,25, je vais dépasser les 360 degrés et par conséquent, je vais revenir à la première solution qui est 11,25 degrés. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que sinon, c'est un cycle sans fin. Donc, on s'arrête là et il y a bien 4 solutions. Bien sûr, rien ne vous empêche de vérifier que ce sont de bonnes solutions en élevant ça à la puissance 4. Mais c'est assez fastidieux. Autre petite remarque.
Regardez, il y a 4 solutions. Si vous les additionnez toutes les 4, vous obtenez un total de 0. Regardez ici, k égale à 0 et k égale à 2 mènent à 2 solutions qui sont parfaitement opposées. K est égal à 1 et k est égal à 3. Pareil, les solutions sont opposées, donc leur somme donne 0. Ça n'est pas du tout un hasard, c'est une façon de vous conforter dans vos résultats. Vous devez avoir des racines énièmes dont la somme vaut 0. Alors, attention, hein, il y a peut-être des erreurs d'arrondi ici qui se propagent avec ses cosinus et ses sinus. Donc, peut-être que vous n'aurez pas exactement 0, peut-être que vous aurez 1/1000, hein, qu'est-ce que je sais moi. Tant qu'on est proche du 0, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de souci à se faire, ce qui n'amène pas d'ailleurs automatiquement que vos calculs sont corrects. Mais en première intention, ça veut dire qu'ils ne sont pas faux. Par contre, si vous obtenez ici une somme en additionnant toutes vos solutions, une somme qui est très loin du 0, genre 18, là faites-vous du souci, il y a vraiment un problème dans vos calculs. Donc ça, c'est une façon de vérifier. Dernière façon de vérifier, c'est de tracer dans le plan complexe les 4 solutions, c'est-à-dire le point de coordonnées 1, 0, 7, 0, 21, puis un deuxième point de coordonnées moins 0, 21, 1, 0, 7, etc. Qu'allez-vous obtenir? Eh bien ceci, un carré. Un carré, pourquoi? Parce qu'on vous a demandé de calculer des racines quatrièmes. On vous aurait demandé de calculer des racines cubiques, vous auriez eu 3 réponses qui auraient été les 3 sommets d'un triangle équilatéral. Si c'était une racine cinquième, vous auriez eu 5 réponses qui étaient les 5 sommets d'un pentagone régulier. C'est une façon aussi, alors pas toujours pratique au niveau de l'examen, on a rarement le temps de tracer ça, mais bon, on ne sait jamais. C'est une façon de vérifier, en tout cas, que vos réponses sont correctes. Les réponses doivent mener dans le plan complexe à des sommets d'un polygone régulier. De n côtés, si on vous demande de calculer une racine énième. Voilà, je pense que ce complément était nécessaire et que maintenant, vous êtes prêts, vous êtes parés, vous pouvez passer aux exercices. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.